premier point de vue que je voudrais essayer de développer, qui me préoccupe ici, est un point de vue que moi je qualifie de politique et qui est déjà présent dans ce qu'a dit Patrice, c'est cette question de la contribution. Et je pourrais imaginer même qu'on parle d'un droit à contribuer, qui est loin d'être réalisé. Les gens avec qui nous travaillons sont en général des gens qui ne se vivent pas comme des contributeurs possibles au monde qui les entoure. Et non seulement ils ne se vivent pas comme contributeurs, mais j'allais dire ils se vivent comme, je ne sais pas si ça existe, des non-contributeurs, c'est-à-dire qu'ils se vivent comme ils peuvent s'appeler eux-mêmes des gratuits, des inutiles. Dans certains quartiers, pour disqualifier quelqu'un, on le traite de bénévole. C'est le pire qu'on puisse lui dire, t'es un bénévole. C'est-à-dire que tu fais des trucs, tu n'as même pas d'argent en face. Quoi. Donc ça sert strictement à rien. Et ce sentiment de profonde désaffiliation au monde dans lequel il se trouve est extrêmement profond. Et il me semble que ce qu'on active dans les protocoles qu'on met en œuvre, lorsqu'on embarque les gens dans ce que nous appelons, pour aller vite, donc cette notion de création partagée, c'est d'une certaine manière possiblement de faire apparaître à leurs propres yeux cette capacité que chacun d'entre nous doit disposer, qui est cette capacité à contribuer à ce qui nous entoure. Alors, évidemment, vous le savez comme moi, l'analyse des dominations, c'est aussi l'analyse des confiscations. Et il y a une confiscation très large du droit à contribuer. Alors, elle est très intériorisée, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui vous disent on ne m'écoute pas, on ne m'entend pas, mais c'est qu'ils se disent à eux-mêmes qu'ils n'ont absolument rien à dire sur ce qui les entoure, ou si peu, ou en tout cas rien qui mérite d'être entendu, au-delà d'une sphère privée ou d'une sphère très locale. Il me semble que le travail que nous faisons lorsqu'on invente des protocoles de cette nature, pourrait tout simplement être une tentative d'activer ou de réactiver ce droit à la contribution. De réactiver, ça veut dire aussi de redéfinir ce qu'est contribuer. De quoi on parle quand on parle de contribuer. Un geste peut être contribution, un mot est contribution, une idée qu'on fait circuler est contribution. Une idée maladroite, quelque chose de déjà entendu, peu importe. Il y a dans l'interrelation qu'on met tous en œuvre des mille possibilités de contribuer et surtout de se sentir contributeur. Je crois que dans le résultat, entre guillemets, du travail qui est fait lorsqu'on embarque des gens dans un protocole de création, lorsqu'on va par exemple jusqu'à tenir ensemble un discours qui va être porté sur une scène par un spectacle ou quelque chose comme ça, il y a tout à coup cette richesse qui apparaît. C'est que nous sommes à ce moment-là des contributeurs effectifs et qu'au fond, ce que nous renvoie le public, les témoins qui assistent à cet acte, c'est précisément que nous le sommes. Donc, pour moi, il y a un des premiers enjeux de ces formes de création qui emmêlent les personnes dans un acte commun et de cette nature. Et de nous permettre de réfléchir à nouveau sur nos positions non pas de contribuables, quoique, mais de contributeurs. Il me semble que ça ouvre vers un enjeu qui est un enjeu vaste, qui est probablement celui de la rénovation de nos démocraties. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas fait, parce qu'il n'est pas très lu, hein, c'est un petit livre d'un poète américain qui s'appelle Walt Whitman, qui a écrit Perspective démocratique, un tout petit bouquin, où à la fin du XIXe siècle, il explique que lui, il croit que l'Amérique qui naît va devenir une sorte de phare des démocraties nouvelles, que les lumières vont enfin pouvoir se réaliser dans ce pays neuf. Et il explique très clairement, il dit il faut que vous sachiez que, dit-il, qu'il n'y aura pas de perspective démocratique, il n'y aura pas de démocratie à la hauteur de nos espérances s'il n'y a pas une littérature qui soit à la hauteur de nos espérances démocratiques. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit tout simplement, c'est que la littérature est le lieu où se déplie potentiellement l'imagination dont on a besoin pour inventer notre démocratie. Et là, je dis que ce propos-là, il est d'une actualité brûlante. Qu'est-ce que serait l'imagination? Comment on déplie de l'imagination politique?
dans un univers, je peux vous le faire, hein, vous savez bien, où la réelle politique a pris absolument toute la place. Malheur à celui qui a l'idée, elle ne peut être que farfelue, aux utopistes de tout genre, tout cela est fort clos, on ne peut faire que ce qui est nécessaire, et il n'y a pas de possibilité autre. Donc cette idée que décrivait Patrice des possibles, elle est pour moi, en arrière-plan, c'est quelle est la capacité qu'on peut mettre en œuvre pour imaginer ces possibles. Parce que j'ai le sentiment que ces possibles, ils ne sont pas non plus totalement disponibles là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire simplement, je crois, on nous empêcherait de réaliser des possibles dont nous avons déjà l'idée. Et le travail qui est à l'œuvre pour moi dans le travail de la culture, c'est précisément, comme le dit Whitman, c'est de rendre possible justement l'imagination de ces possibles. C'est-à-dire de créer les conditions collectives et individuelles. Et il me semble que ça s'appelle les conditions de ça, c'est l'ouverture des imaginaires. Et peut-être qu'il fallait dire à quoi nous servons tous là. En tout cas, c'est moi j'ai le sentiment qu'on fait ça. Dans notre efficacité politique, elle est là. Elle serait dans la capacité que nous avons de tenter d'ouvrir nos imaginaires et les imaginaires collectifs, des gens avec qui nous travaillons, nous partageons des choses, des publics avec lesquels nous rencontrons. Il y a donc c'est un peu le deuxième point qui vient de là, c'est vraiment la conséquence de ce que raconte Whitman, c'est que comment est-ce qu'on trouve les conditions, et qui sont, à mon avis, précisément pour ça que la création a du sens, quelles sont les conditions pour déplier ces imaginaires. Alors, il y a plein de choses là-dessus, évidemment le vieux Cornelius Castoriadis dénonçait il y a bien longtemps cette idée de comment en finir avec la clôture des imaginaires. Et cette clôture des imaginaires, elle dit donc non seulement ces imaginaires ils ne sont pas disponibles, ils sont pas là, présents, ouverts, mais il y a probablement des clôtures qui empêchent d'une certaine manière que ça s'ouvre. Je ne serais pas le premier à dire au fond qu'un des fronts sur lesquels nous nous déplaçons aujourd'hui est une guerre des imaginaires. Il y a une guerre des imaginaires. Quand on aura l'occasion, suivant le cas qu'on choisit, d'avoir parlé un peu cet après-midi tout à l'heure, mais il y a de très belles analyses aujourd'hui sur ce qui se passe autour de Daesh et l'État islamique. Une grande partie de front qui est ouvert avec cet univers-là est un front sur les imaginaires. Sur les imaginaires qui sont mobilisés, mis en œuvre, qui deviennent des espaces communs de communauté, avec plein de choses à voir, et en particulier, il se pourrait bien que ces imaginaires ne soient pas ici étrangers aux nôtres. Pour dire vite, je pense que c'est une clôture, il y a des clôtures intérieures à nos propres imaginaires, que Daesh appartient à nos imaginaires, et que ça, c'est une discussion qu'on pourra avoir peut-être. Donc, cette question de l'ouverture des imaginaires, des conditions de cette ouverture, elle est préoccupante, y compris dans le détail de la marmite que j'évoquais tout à l'heure, des moments de création très concrets au sein desquels on se retrouve. On mène beaucoup d'ateliers où on sollicite, en disant on y va, on trouve des conditions, on trouve des protocoles qui permettent de déclencher de l'écriture, de la pensée, et c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire quand on parle de clôture des imaginaires, ça n'est pas un vain mot. C'est pas juste une manière de dire oui, on a une sorte de conformisme qui serait des choses plutôt conventionnelles. Quand je dis clôture des imaginaires, on a affaire à des personnes dont l'étroitesse des espaces qu'ils proposent, et il faut bien le dire, elle est extrême. Rien ne vient. On a parfois, moi ici, j'ai envie de m'enfoncer dans le mur pour disparaître, parce qu'on ne sait pas comment faire, parce qu'on ne sait pas comment sortir de structures extrêmement fossilisées, pour des gens même très jeunes. Je veux dire, et sans avoir, en étant très ouvert à toutes les formes possibles de l'imagination. Alors, on peut aussi bien, on les constate aussi quand on se dit on va faire du rap. Je veux dire, on peut avoir on a souvent des clôtures imaginaires extrêmement violentes sur des formes qui pourraient paraître des formes qui sont susceptibles dans leur propre culture, etc. Donc moi, c'est une vraie préoccupation. C'est comment est-ce que
comment est-ce qu'on rend disponible, quelle chaîne est possible, de quel savoir-faire on dispose pour que puisse cette possibilité-là même de variation sur le réel, de décalage, de pas de côté, de choses qui arrivent d'on ne sait où, cette ouverture à quelque chose d'imprévu, comment tout ça peut être mis en œuvre. C'est pour moi au cœur même de nos pratiques et de ce qui est en jeu dans une réflexion sur la création. Comme si au fond, non seulement on ne se donne pas le droit à contribuer, mais on ne se donne pas non plus le droit à imaginer. Même le mot est difficile à gérer, si je puis dire. Hein. C'est-à-dire que ça ne peut pas se demander, hein, imagination, ça se met en œuvre. Donc, quelles sont les pratiques qui sont à l'œuvre là? Il me semble que c'est en tout cas une des préoccupations assez fortes que nous avons dans le travail commun. Troisième point qui pour moi en question dans nos discussions, c'est l'interrogation de l'idée même de création. Il me semble que ce qui se vit, ce qui peut se mettre en jeu au travers au regard des droits culturels, c'est précisément de regarder la question de la création tout à fait autrement. Elle reste dans nos milieux. Christiane parlait de la difficulté des acteurs culturels et artistiques d'intégrer cette réflexion. Ça n'est sans doute pas par hasard. L'une de ces raisons, c'est évidemment qu'on a peur de perdre quelque chose. Il y a une peur de perdre quelque chose. Tu évoquais le fantôme du socioculturel, il est évidemment encore présent. Je ne sais pas si vous avez suivi en aparté, vous suivez les débats qui ont lieu dans la ville de Grenoble aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. À Grenoble, il y a des interventions très lourdes de la municipalité sur les acteurs culturels, des suppressions mais radicales, au fond, importantes pour un certain nombre d'artistes, d'équipes artistiques. Et on voit bien, si on prend un peu de distance, on voit bien comment le débat est délétère. C'est-à-dire qu'à la fois on a des décisions à l'emporte-pièce au nom d'un principe politique, une politique publique qui est élaborée, mais alors à toute vitesse comme ça, et en même temps des répliques qui sont des répliques de mépris. En gros, on traite l'adjointe à la culture de Grenoble de chef de gare, parce qu'elle c'est sa formation ou son métier de départ. Et on entend circuler de toute façon, elle met tout l'argent dans l'animation socio-culturelle, et ce n'est jamais qu'un chef de gare, quelle compétence est là pour faire la culture. Et effectivement, les coupes qui sont faites dans la culture sont drastiques, même plus que drastiques. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'exemples comme ça en ce moment, y compris dans des mairies. Dans l'Allier. Dans l'Allier. Vous avez ça aussi. Non, simplement, c'est qu'à Grenoble, c'est Europe Écologie. Hein, c'est pas les mêmes orientations politiques. C'est très brutal aussi. Donc, du coup, on voit ressurgir. Actuellement, le 20e théâtre à Paris voit revisiter sa direction. Il y a une bonne idée qui est de la mairie de Paris, elle en a parfois, qui est de rassembler le centre d'animation qui se trouve adossé à ce théâtre avec le théâtre. Il y avait autrefois une circulation, elle a été coupée pendant des années, parce qu'on ne va quand même pas mélanger les deux. Et là aujourd'hui, 10 ans après, ils ont cassé les murs qu'ils ont fabriqués pour refaire circuler entre le théâtre et le centre d'animation. On applaudit de toutes nos mains en disant, ben voilà, enfin on se dit qu'on va peut-être penser autrement, etc. Tollé, parce que les gens de la culture disent voilà, le centre d'animation va venir nous bouffer tout l'espace et puis la création c'est mort. Et les gens du centre d'animation disent, mais qu'est-ce que c'est que ce théâtre? Qu'est-ce qu'on va en faire? On a déjà des salles qu'il faut, à quoi ça nous sert? C'est compliqué, comment voulez-vous qu'on gère ça? De la programmation, etc. On ne sait pas faire, on n'a pas envie, etc. On voit bien qu'il y a à nouveau des discussions de cette nature qui redisent encore, mais on pensait que c'était un tout petit peu affaibli, hein, cette opposition, qui redisent encore cette crainte des uns et des autres, mais pour parler du côté de la création, cette crainte de voir ce territoire-là, ça n'en est pas un, de crainte de voir cette pratique-là s'ouvrir, je ne sais pas, être mise en question.
Donc on est ici, on ose, on essaye de poser aux artistes cette question, c'est qu'est-ce qui nous fait artistes, à quel endroit on l'est, dans quelles conditions on l'est, est-ce que c'est un privilège, est-ce que c'est quelle légitimité on a à l'être, sans réponse a priori. Mais on ne peut pas, il me semble, se passer d'ouvrir cette question. Et l'ouvrir, ça ne peut pas être simplement du côté de la posture sociale, ou de la question de la position sociale, ou de la légitimité. Pour moi, ça n'est absolument pas de légitimité, en tout cas institutionnelle. Ce qui est intéressant, c'est de l'ouvrir du côté du processus qu'on met en œuvre. Au fond, on pourrait dire, est créateur celui qui met en œuvre un processus de création, et que si on ne sait pas trop de quoi on parle quand on parle de processus de création, peut-être qu'on ne sait pas trop de quoi on parle non plus quand on parle de créateur. Donc la discussion, pour moi, qui est en jeu, est très, très, très importante, c'est de redessiner, au fond, les contours d'un processus de création. Pour ça, je saluais tout de suite l'initiative qui a été prise de mêler dans le même questionnement à la fois la création artistique, la création alimentaire et la création scientifique, parce que c'est effectivement peut-être un des moyens qui va permettre de décliner et surtout de permettre à l'endroit de la création du côté de l'art de se réinterroger de manière forte sur ce que sont les processus de création. Parce qu'au fond, je crois qu'on est toujours articulé, souché sur une forme de conception de la création qui reste un peu mystérieuse. Il y a un côté comme ça, créer, c'est un geste, voilà, au fond, il n'y aurait pas de processus. En tout cas, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est une espèce de saut qui fait que tout à coup, le geste de l'artiste est produit et que c'est incontournable et que personne ne peut rien dire de ça. On le voit, ça apparaît, et c'est comme ça. C'est un surgissement. C'est un surgissement. Moi, cette notion de surgissement ne me convient pas du tout. Parce que les surgissements, il y en a plein, tout le temps. Et que, bien au contraire, je crois qu'on a plutôt intérêt à tenter d'observer et puis de développer des pratiques à surgir. Alors, les idées qu'on essaie de développer aujourd'hui elles sont d'essayer de concevoir le travail de la création autour d'une notion que j'emprunte alors ce sont de vieilles lunes, vous m'en excuserez, un certain monsieur Gilles Deleuze, qui sont les notions d'agencement. Les agencements, l'agencement collectif, l'agencement individuel, enfin, on pourrait aller vite. Il dit, au fond, nous passons notre vie, nos vies, à agencer, à réagencer. Et que, globalement, la source de la création, elle est là. C'est à notre capacité constante, humaine et universelle, à agencer, à réagencer nos représentations, nos modes de pensée, nos façons de faire, et que ces réagencements permanents ont parfois un potentiel, recèlent un potentiel de bouleversement ou de simple tremblement, mais déjà ça suffit, de ces représentations. C'est-à-dire qu'il m'arrive effectivement, le matin quand je me lève, j'agence et je réagence plein de choses. Et puis il y a d'autres situations où les réagencements que je vais être amené à faire, ou les réagencements qu'on va être amené à faire, on va déceler un potentiel de bouleversement. Alors ça, c'est des choses qui viennent de M. Glissant, ça. C'est cette idée que la création culturelle, comme il l'a décrit, elle procède, on ne va pas rentrer là-dedans par ces mécanismes de créolisation, qui me paraissent bien précieux à regarder, mais qu'elle procède aussi par une série de bouleversements et de tremblements successifs. Alors peut-être, je ne sais pas si on avance beaucoup en passant de création à agencement bouleversant, mais en tout cas, pour moi, ça a le mérite d'ouvrir ce point focal de la création que je ne veux pas penser comme une simple étincelle, comme une simple singularité indescriptible. Mais bien au contraire, de voir à l'intérieur comment comment ça se met en route. Oui, c'est vraiment le processus qui est à l'œuvre. Et un processus qui, et ça c'est le mérite pour moi du travail de Deleuze, c'est un processus qui n'est pas linéaire. Il explique que pour lui, les agencements, au fond, ce sont des agencements qui englobent des contextes, qui concernent des contextes. Alors vous savez, cette très belle expression, il dit on ne désire jamais un objet, on désire un contexte, un ensemble.
C'est-à-dire que aimer quelque chose ou quelqu'un, c'est pas aimer une figure singulière absolument irréductible à sa singularité, c'est aimer cette singularité au milieu d'autres. Et qui dit au fond un désir, effectivement, une inclination vers un agencement disponible qui est là devant vous. Alors ça nous oblige à redéfinir les choses. Quand on travaille dans des espaces comme j'ai un petit peu décrit tout à l'heure, quand on travaille avec dans le schéma vous l'évoquiez, toute une série de gens, il me semble que l'acte de création, il n'est pas uniquement ce qui va se passer à un moment donné dans la création d'un geste ou de l'énonciation d'un mot, il va impliquer tout un ensemble d'éléments à l'intérieur. Et que la création, elle est aussi conditionnée, elle est aussi fabriquée par ce qui se passe du côté de cette personne qui va intervenir, qui a rendu possible, ou qui va tout à coup venir dire quelque chose sur ce qui est en train de se faire, et que c'est cette prise en compte globale qui est évidemment très compliquée à penser, parce qu'on est dans de l'hyper-complexe. On n'est pas dans un processus qui dit, ben voilà, qui finalement serait bien commode, puisqu'on pourrait dire, pour faire ceci, on n'a qu'à s'y prendre comme ça. La saisie du contexte, la compréhension de l'agencement demande une sensibilité particulière à ça, une ouverture particulière à ça. Et du coup, se dire que, alors en ce moment, là, le travail qu'on fait par exemple en prison, pour moi, dans l'agencement, il y a le fait qu'on nous a filé un gymnase pour faire notre travail. Et que ce gymnase, il a des caractéristiques très particulières. Et que ce n'est pas simplement des caractéristiques physiques, parce que il est traversé par des gens qui sont là pendant qu'on fait notre truc. Et que, ou bien on considère que ce sont des gens qui sont gênants, ou bien on considère qu'ils font partie de ce contexte dans lequel on se trouve. Alors, c'est un vrai casse-tête, mais comme la création, elle est un vrai casse-tête. Et que c'est une vraie difficulté dans ce qu'il faut, j'allais dire, vouloir, et non pas contre laquelle il faut se battre. Il faut y aller dans cette difficulté, parce que c'est elle, à mon avis, qui nous rend sensibles à l'idée que ce que nous mettons en mouvement dans le travail de création, c'est tout cet agencement-là, c'est toute cette mobilisation des positions, c'est la prise en compte de toutes ces énergies, de toutes ces forces qui sont là, perturbantes parfois, qui vont, à un moment ou à un autre, ou non, provoquer un agencement dont on pourrait dire qu'il est une création, qu'il est créatif. Deleuze dit même que les agencements, ce sont des ensembles de singularités matérielles concrètes. Ce n'est pas simplement des idées, ce sont des singularités matérielles concrètes, c'est-à-dire qui vont effectivement de la nature du sol à des choses qui paraissent complètement parasitaires, qui vont pénétrer l'espace dans lequel on se trouve. Donc le créateur, quelqu'un qui crée, n'est pas au fond quelqu'un qui est, comme on le pense parfois, complètement concentré sur un point absolu. C'est quelqu'un qui est dans cette osmose, dans cette perfusion complète, avec tout ce qui se passe autour de lui et autour des gens avec qui il travaille. Donc, voilà, mon boulot, ça serait un peu de dire ça, ça serait de dire voilà, comment est-ce qu'on se rend ouvert à ces notions-là, comment est-ce qu'on imagine le travail de la création de manière complètement différente, au fond, en se laissant traverser, habiter. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'on ne le fait pas, je pense qu'on le fait tout le temps, mais simplement d'être conscient de ça, conscient que ça passe par là. Et de l'avoir en pleine conscience, et de se dire au fond que n'importe quel élément qui entre dans ce contexte fait partie du jeu, et juste d'accepter ça. Parfois pour se battre contre, ça c'est pas juste accepter au sens où on va consentir à tout, mais savoir que ça entre dans le jeu, et qu'au fond, un acte de création est un acte qui va impliquer un ensemble de facteurs, et que c'est ça qui est notre matière. Notre matière n'est pas seulement, quand on est au théâtre, un texte, une scéno, un mouvement, c'est bien plus large que ça, c'est toujours plus large que ça. Et c'est quand on est en capacité de prendre en compte tout ça que peut-être on va pouvoir engendrer des bouleversements, engendrer des tremblements suffisamment visibles et sensibles pour que quelque chose se transforme chez les personnes qui viennent, qui vont voir, qui en travaillent autour de nous, etc. Donc voilà, on a un peu cette conception un peu bizarroïde, je ne sais pas comment la qualifier, de la notion de création que j'aimerais que
enfin, c'est ça que nous essayons de pratiquer dans cette maison, en se laissant vraiment traverser, perturber le plus largement possible. On ouvre ici des ateliers où on ne demande à jamais à personne pourquoi il est là. La porte est ouverte, c'est-à-dire que, et parfois on se laisse traverser par des troubles qui viennent, que par d'autres endroits j'ai vu qu'on repoussait. On tente de ne pas les repousser, on tente de faire en sorte que ce qui nous traverse là, qui vient nous percuter, entre dans cette large mécanique qui est à l'œuvre dans la maison. Donc c'est ça, on a des réponses, on tente d'avoir des réponses concrètes à ce que je raconte là, c'est-à-dire dans cette prise en compte comme ça, on pourrait plus simplement qualifier de contextuel, au sens où il y a des travaux qui ont été faits depuis Nicolas Bourriaud sur ça, sur l'artiste contextuel, comme on l'appelle. Comment aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui sont dans le boulot, si je puis dire, et dématérialisés, c'est-à-dire de travailler sur la réélaboration des contextes. Et ça, il y a sans doute des choses du côté des arts plastiques et des performances à écouter pour revisiter les travaux de création dans le domaine du spectacle vivant, par exemple. On va vraiment entendre ce qui se passe du côté des arts plastiques. On a des liens aussi avec des écrivains qui commencent à parler d'écriture partagée, qui évidemment travaillent de manière très très différente. Donc pour moi, tous ces gens sont tous au même endroit de tenter d'interroger cette notion-là, qui n'est pas simple, parce y compris la question du partage. Voilà. Alors nous, on a banni le mot participatif, mais pour des raisons que vous imaginez peut-être. Il y a des formes qui ne conviennent pas du tout dans le travail dit de la participation. Il y en a d'autres avec lesquelles on se sent bien en lien. Et celles avec lesquelles on se sent bien en lien, c'est celles qui correspondent à ce que Joël Zask dit justement comme étant de la participation, en matière de démocratie en particulier, c'est-à-dire c'est prendre part, contribuer et bénéficier. Et c'est bizarre, mais c'est souvent du côté de bénéficier qu'on oublie, qu'on rate quelque chose. Prendre part, ça va, contribuer encore, c'est plus compliqué, mais alors bénéficier, ça n'est pas ce n'est pas dans le programme. Un jour peut-être. Voilà, quelques éléments de réflexion qu'on a qui sont... C'est pour ça qu'on est nous avec vous tous, on n'a pas de pensée structurée sur la question des droits culturels à la création, on la vit, on la traverse, elle nous bouscule, elle nous bouleverse, et c'est plutôt des réflexions qui viennent de ce que l'on fait, et des incertitudes qu'on a, et des claques qu'on prend, dans tous les sens d'ailleurs, les belles comme les autres, et ce sentiment d'être au front. Moi j'ai le sentiment depuis 30 ans que d'être sur des fronts, et ces fronts ils ne sont pas à 10 000 km, ils sont là, ils sont à 500 mètres, ils sont autour de nous, ils sont dans le monde dans lequel nous vivons, et qu'on a envie de combattre sur ces fronts d'une certaine manière aussi, mais on y va dans l'énergie de ce combat, et pas toujours effectivement, et c'est pour ça qu'on a besoin de vous pour réorganiser de la pensée sur tout ça.